Oui, donc bonjour. Un petit résumé du salon de l'agriculture. Donc on avait fait une déclaration de manifestation à la préfecture en bon uniforme pour le samedi et le dimanche. Alors c'était une manifestation avec une table et deux chaises pour s'asseoir, grand maximum, et un micro. Donc pas dans le salon, devant le salon, voire à 100 mètres en dessous le salon, ou peu importe l'endroit où ça ne gênait pas. Refusé. Donc, on n'a pas eu la possibilité de s'exprimer avec un micro devant le salon de l'agriculture ou autour du salon de l'agriculture. On n'a même pas eu le droit de mettre une banderole avec aucune insulte dessus, bien sûr, puisqu'on demandait des prix pour les agriculteurs, pour le monde agricole, et la fin des oligopoles de l'agroalimentaire, tout le monde l'a compris, et cela, il était à l'intérieur du salon. Donc, on s'est retrouvé complètement paralysé, puisqu'on n'avait même pas le droit de parler avec un micro. Donc voilà. Donc on a distribué des tracts, on a informé les gens à l'extérieur et à l'intérieur du salon, parce qu'on n'a pas eu le choix, tout simplement. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce qu'on aura le droit dans la semaine de se réexprimer au micro dehors? La réponse est probablement non. Voilà. Donc on ne le sait pas encore, mais c'est probablement non. Sinon, que s'est-il passé? Eh ben, il s'est passé toujours la grande mascarade. J'ai croisé certains journalistes, mais comme vous le savez, les montages sont coupés. On a 10 minutes d'entretien, il reste parfois moins d'une minute. Ils gardent des images, ils nous prennent en photo, ou ils font des montages, soit devant des écologistes, soit devant des gens, et puis ensuite ils nous font parfois dire l'inverse, ou donner l'impression de l'inverse de ce qu'on veut passer comme message. Donc voilà, les forces de l'ordre étaient très présentes. Là, je vous parle du samedi et du dimanche. Sinon, sur les plateaux, la grande mascarade. Personne va sur le fond. On nous baratine avec les normes, en nous faisant croire que le problème, c'est les normes, alors que les normes n'ont rien à voir. Le cœur du sujet, ce n'est pas ça. Le cœur du sujet, c'est le commerce, le libre-échange, qui rapporte qu'à ceux qui font du commerce et ceux qui spéculent. Et alors, je rigole quand même, parce que parmi les journalistes ou les intervenants des plateformes de l'agroalimentaire ou FNSEA, il explique par moment qu'on ne peut pas mettre des prix agricoles, c'est pas possible, parce qu'on est tous différents sur le territoire. Par contre, c'est possible de mettre une rémunération et des tarifs réglementés pour les mécaniciens, pour les vétérinaires. On n'a pas le droit d'acheter des produits des vétérinaires hors de nos frontières. Là, c'est possible. Pour les contrôles techniques, pour tout le reste de l'économie, je vous rappellerai quand même un chiffre important. Le libre-échange exacerbé, il s'applique à hauteur de 850 milliards d'euros sur le produit intérieur brut de la France, qui varie depuis quelques années de 2400 à 2500 milliards. Il y a 850 milliards d'euros qui sont considérés par la mondialisation, les perdants de la mondialisation, c'est-à-dire une partie de l'industrie, des PME et de l'agriculture. Les autres, ceux qui sont sur les plateaux de télé, eux-mêmes sont protégés. Ils n'ont pas besoin de droits de douane, ils sont payés franco-français. Ils sont protégés. Que ce soit les journalistes ou autres, ils sont protégés. Et il explique aux paysans qu'il faut aller dans le libre-échange, sinon on va effondrer la France, on ne pourra plus exporter. Et eux-mêmes sont protégés. Eux-mêmes, les députés, les sénateurs, s'attribuent des augmentations de frais, comme vous le savez, il y a une quinzaine de jours. Voilà. Eux-mêmes se protègent. Et il explique aux autres qu'il faut ouvrir le marché, faut un marché libre et non faussé. Et eux-mêmes ne se l'appliquent pas. Voilà. Voilà de quoi on parle. Donc c'est une grande mascarade, comme d'habitude, une très très grande mascarade. On parle de tout, sauf du fond. On est à un tournant. Beaucoup de gens quittent les exploitations. Beaucoup de gens vont arrêter les exploitations. Je pense notamment en élevage, mais pas que, en viticulture et autres. C'est tout simplement le déménagement du territoire. Ils vont arriver à leur fin. Le syndicat va arriver à ses fins. Il va rester 100, 120 000 exploitations. Des gens qui seront fortement endettés
et qui travailleront au service de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Alors que des solutions, il y en a plein, simplement personne ne veut les mettre sur la table, personne ne veut les proposer, car ça va remettre en cause les spéculateurs, les gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le commerce, et si on veut faire quelque chose d'efficace pour que le consommateur soit au même prix et que ça fonctionne très bien, il faut retoiletter la chaîne de valeur et venir rééquilibrer le déséquilibre sectoriel qui s'est créé entre nous les paysans et les gens de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. C'est-à-dire nos partenaires qui travaillent de façon directe ou indirecte en lien avec l'agriculture. Donc bien sûr qu'il y a des solutions, bien sûr, simplement sur les plateaux, vous n'êtes pas le bienvenu si vous voulez remettre en cause le système. Vous voyez bien ? C'est le débat, il est là. C'est de l'individualisme pur et dur. On garde ses petits avantages, on garde ses rémunérations et on n'explique surtout pas qu'il y a un plan B. Non, il n'y a pas de plan B pour ces gens-là. Ces gens-là, c'est soit on est des populistes, soit on veut sortir de l'Europe, soit on veut le Frexit, et là, on est des dangereux. Non, on n'est pas des dangereux, on est des réalistes. Lorsqu'on a 2 morts par jour et qu'on a un appauvrissement comme on a dans le monde agricole, faire une contre-proposition, ça relève du réalisme. Puisque le système néolibéral, c'est quoi ? C'est le libre-échange qui déséquilibre les richesses entre les couches de la population. C'est la contre-révolution fiscale, c'est-à-dire que ceux qui sont très riches payent moins d'impôts proportionnellement que les classes moyennes et les pauvres. C'est la disparition des services publics, des entreprises publiques, et c'est l'appauvrissement généralisé de toutes les classes moyennes et les classes bien sûr inférieures. Voilà, c'est ça le modèle néolibéral. C'est tous contre tous plutôt que de rester sur un modèle sur la base de la coopération entre les États qui limiterait ces différences qu'on peut avoir sociales de salaire entre pays, même entre pays au sein de l'Union européenne. C'est pour ça que nous baratiner avec les normes, c'est pour détourner le débat et ne pas répondre au cœur du sujet, au fond du débat. Le fond du débat, c'est le mode de commerce qui détruit la paysannerie, comme il a détruit le petit commerce et le petit artisanat. Mais ça n'a rien à voir avec les normes. Est-ce qu'on veut des normes les mêmes en Europe ? Bien évidemment. Ça, je veux dire, raconter ça, c'est pas raconter grand-chose. C'est comme si qu'on disait, en France, est-ce qu'on veut tous avoir le même code de la route ? Oui. Tant qu'à faire, le code de la route, c'est mieux si c'est le même à Pau qu'à Lille. On a un code de la route pour toute la France. Mais de faire croire que le problème c'est ça, c'est se moquer, se foutre de la gueule du monde. Je vais vous prendre 2 exemples pour terminer ma vidéo. La vache allaitante et le mouton. C'est pas une histoire de normes. Vous pouvez comparer la production vache allaitante et mouton, ça n'a rien à voir avec les normes. Vous comparez les normes d'un producteur allaitant dans le reste de l'Europe, ça n'a rien à voir. Le mouton non plus. C'est le libre-échange. C'est la théorie de Ricardo des avantages comparatifs qu'a ruiné la paysannerie. Et ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec les normes, les tracasseries administratives, le GNR, j'en passe et des meilleurs. Donc pour en revenir à la proposition des jeunes sur les départements de lancer la grève des approvisionnements en viande bovine, vache de réforme et petits veaux, que font nos industries matérielles lorsqu'ils fabriquent plus certaines pièces ou lorsqu'ils disent qu'ils ont plus de stock et qu'ils obligent les gens à racheter du matériel neuf? Si ça, c'est pas une situation de monopole, que font les fabricants d'engrais quand ils fabriquent plus d'engrais ou qui volontairement se mettent en arrêt pour faire monter le prix des engrais? Qu'ont fait les industriels laitiers, Lactalis et les autres, lorsqu'ils ont fait la grève du beurre? En janvier 2019, ils ont bien fait céder la grande distribution,
Il n'y avait plus de beurre dans les rayons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la permission à M. Macron? Ils ont demandé la permission à Ursula von der Leyen? Ils n'ont pas demandé la permission. Ces gens-là, ils travaillent avec des marges, avec des factures et avec des marges. Donc arrêtons de prendre les paysans pour des imbéciles. Tout le monde travaille dans l'économie telle qu'elle est là avec des coûts de production. Tous ceux qui sont sur les plateaux, ils sont rémunérés, ils ont des charges, ils sont payés par des entreprises et ils sont rémunérés. D'accord? Ceux qui sont au salon. Ils ne sont pas rémunérés au prix mondial. Donc voilà, comme d'habitude, beaucoup de folklore au salon, beaucoup de folklore, des gens qui sont là pour vendre des marques, qui font croire malheureusement qu'ils payent le lait plus cher, mais c'est surtout de la com, surtout de la com. Ils payent le lait plus cher, c'est vrai, une toute petite partie du litrage, mais c'est surtout de la com pour créer un collège producteur, et il oublie surtout bien de dire combien ils ont payé les producteurs en moyenne ces 40 dernières années. Voilà, ils se baladent avec leurs briques de lait, mais ils oublient de dire combien ils ont payé les producteurs ces 40 dernières années. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt, suite du salon.